je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. C'est l'été et généralement pendant l'été on essaie de ne pas trop se coller à l'actualité politique, à l'actualité, si vous voulez, quotidienne. On essaie de ne pas faire de chronique au sens premier du terme, c'est-à-dire vous présenter l'actualité du jour, l'actualité du temps. On essaie justement en été de s'élever par rapport à la réalité et de vous présenter de préférence un portrait global et du coup de rêver. Je crois qu'il faut un peu d'utopie, peut-être même beaucoup d'utopie quand on veut construire une nation, quand on veut restructurer une collectivité. Car la priorité, là, dans nos pays africains, la priorité en Haïti, c'est de restructurer nos communautés, c'est d'infuser du sens à notre jeunesse, c'est d'infuser, c'est de donner une forte dose de sens, n'est-ce pas, à nos populations. On comprend que les gens soient aux abois, on comprend que les gens soient en désarroi devant, en Haïti, ce qu'on appelle l'insécurité, la pauvreté, en Afrique, devant l'appauvrissement indécent de nos populations, on comprend que les gens soient aux abois, qu'elles perdent espoir. Et le rôle d'un influenceur, le rôle d'un intellectuel, en tout cas le rôle que je m'impose, c'est d'essayer de redonner de l'espoir. Pas de vous vendre du vent, vous me connaissez. Je ne vous berce pas d'illusions, mes chroniques, mes présentations, mes émissions sont basées sur des faits, je vous cite des chiffres, je vous donne des dates, je vous cite des documents que vous pouvez vérifier. Mais toujours est-il que quand je suis devant cette caméra, 2 fois plutôt qu'une, le mercredi et le dimanche, eh bien c'est pour vous montrer que, waouh, la chose n'est pas si
si désespérante que cela. Il ne faut jamais perdre espoir, car un problème sans solution, comme le disait l'autre, c'est un problème mal posé. Et nous allons justement voir ce matin que ce qu'on appelle le problème d'insécurité en Haïti, c'est un problème tout simplement mal posé. C'est un problème qu'on ne veut pas résoudre et qu'on veut balayer dans la cour des autres pour dire écoutez, j'en ai pas les moyens, et que les autres ne veulent pas résoudre non plus. Je les comprends. Pourquoi viendraient-ils résoudre un problème qui fait leur affaire? Pourquoi viendraient-ils résoudre un problème qu'ils ont créé? Pourquoi viendraient-ils résoudre un problème qu'ils veulent maintenir pour des raisons idéologiques? Et donc, à l'émission d'aujourd'hui, qui est un hors-série, nous allons nous arrêter sur un certain nombre d'enjeux dans nos pays africains, en Haïti en particulier, n'est-ce pas? Et nous demander, est-ce que ces problèmes-là sont véritablement sans solution? Est-ce que ces problèmes-là sont si énormes qu'on veut nous le faire croire? Ou bien est-ce que tout simplement c'est de la fumisterie, on projette sur nous un écran de fumée pour que nous ayons peur? Et cette fumisterie-là sert évidemment une idéologie raciste, une idéologie géopolitique, une idéologie politique. Donc nous allons nous poser la question aujourd'hui, est-ce que le problème d'insécurité en Haïti est un problème sans solution? Dès qu'on dit insécurité, vous avez un certain nombre de faits en tête. Dès qu'on dit insécurité, vous avez un certain nombre d'images en tête. Dès qu'on dit insécurité, vous avez un certain nombre de noms en tête. Dès qu'on dit insécurité, vous avez un certain nombre d'horreurs, d'atrocités en tête. Et c'est là où un hors-série a toute son utilité, en ce que le hors-série s'élève au-delà de la chronique. Il s'élève, le hors-série, au-delà du quotidien pour présenter le portrait global et, ce faisant, nous faire voir à quel point c'est pas un problème si difficile que cela. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de volonté politique et ce manque de volonté politique, il obéit à un programme idéologique. Ce manque de volonté politique obéit à un diktat raciste que je vous expliciterai au cours de cette émission. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à regarder, à analyser ce qui semble être sans solution. Je le crois, partout où il y a crise, il y a opportunité, et je ne crois pas, moi, qu'il y ait des problèmes sans solution. Les gens qui vous disent que c'est sans solution, c'est souvent des gens pessimistes qui font le choix du pessimisme, ou des gens qui sont de mauvaise foi, qui font le choix de ne pas résoudre le problème parce que le fait de ne pas résoudre le problème, c'est-à-dire le statu quo, fait leur affaire. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent des catastrophes. Il y a des gens qui vivent, n'est-ce pas, des atrocités. C'est précisément ce qu'on appelle le capitalisme du désastre. Quand il y a des désastres quelque part, quand il y a des catastrophes quelque part, quand il y a crise quelque part, dites-vous qu'il y a toujours un groupe de gens qui se font du fric. Il y a toujours un groupe de gens qui se font du fric. Parfois, ces catastrophes-là sont provoquées. Il y a beaucoup de catastrophes qu'on appelle à tort des catastrophes naturelles qui sont au fait des catastrophes provoquées. Il y a beaucoup de crises humanitaires qu'on appelle justement des crises naturelles. On va parler, n'est-ce pas, de problèmes de récolte. On va parler de problèmes environnementaux. Ces problèmes-là ont l'air naturels, mais en réalité, ils sont concoctés, ils sont forgés dans des laboratoires, ils sont conçus par des stratèges à des finalités non avouées parce que non avouables. Donc, vous allez voir que ce qu'on appelle problème d'insécurité en Haïti, ce n'est pas un problème sans solution, c'est un problème qu'on pourrait facilement résoudre. Je ne suis pas un expert dans des questions de sécurité, mais j'ai suffisamment lu sur la chose, j'ai reçu suffisamment d'experts en sécurité sur mon plateau, et c'est tout simplement une question de bon sens. Vous allez voir
Vous n'avez pas besoin d'être expert, d'avoir un doctorat dans des questions de sécurité pour comprendre que ce qui se fait en Haïti, ce qui se passe là en Haïti, n'est pas un problème sans solution. Le b.a.-ba même de la chose prouve que si on le voulait, le problème serait déjà résolu. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci, ça fait quoi, 2 ans que vous nous suivez sur YouTube. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Et un peu pour vous provoquer, mais pas seulement pour vous provoquer, vous l'avez vu, le titre de l'émission, c'est « Y a-t-il un problème d'insécurité en Haïti ?» Je vous pose la question. Bien sûr, je vous entends. Oui, bien sûr qu'il y a un problème d'insécurité. Vraiment? Vous allez voir que ce que vous appelez problème d'insécurité est peut-être autre chose, est sûrement autre chose. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'est posé la question, et c'est même le titre de l'émission, à savoir est-ce qu'il y a un problème d'insécurité en Haïti? Comme vous, j'entends les nouvelles de kidnapping, comme vous. Je vois les meurtres qui sont perpétrés. Comme vous, je lis les rapports, les uns moins crédibles que les autres, des rapports qui sont présentés avec trompette et tambour devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par des étrangers qui travaillent en Haïti et qui disent qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre qui sont en circulation en Haïti, qu'il y a des munitions qui entrent au quotidien par la frontière dominicaine ou alors qui arrivent en Haïti dans des ports privés détenus par des gens que l'on connaît. Donc si on se limite à ces faits-là, je comprends votre choc. Vous dites, mais est-ce que c'est une question rhétorique que pose M. Fils-Aimé ce matin? Est-ce que c'est une question oiseuse? Ou bien est-ce qu'il veut nous provoquer? En fait, je ne crois pas que ce soit une question rhétorique, une question que je pose pour le plaisir de vous la poser, mais c'est une question qui cherche, je vous l'avoue, à vous provoquer, à provoquer une réflexion profonde. Donc, revenons à la formulation de la question, est-ce qu'il y a un problème d'insécurité en Haïti? Si vous cherchez un seul pays où il n'y ait pas d'armes qui circulent, si vous cherchez un seul pays où le risque de vous faire tirer dessus est 0, vous n'en trouverez pas. Même à Cuba où les autorités veillent au grain, même à Cuba où, en tant qu'étranger, on peut se promener à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, eh bien, si vous suivez l'actualité, eh bien, au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines, on a entendu, n'est-ce pas, des nouvelles voulant que des étrangers se fassent tirer dessus en pleine rue à Cuba. Bon, il y a 4-5 ans, cette nouvelle-là n'aurait pas été crédible. Il y a 4 ou 5 ans, cette nouvelle n'aurait pas été vraisemblable, mais c'est un fait qu'il n'y a pas un seul pays au monde où le risque de se faire tirer dessus soit 0. Bon.
Une fois qu'on dit ça, on comprend que ce qui se passe là en Haïti n'est pas propre à Haïti. Les pays les plus puissants sont des pays qui sont aux prises avec les plus graves problèmes d'insécurité, avec les plus graves problèmes de tuerie de masse. Vous voyez de quel pays je veux parler. Les États-Unis détiennent probablement les technologies les plus avancées en matière de surveillance. Les États-Unis détiennent la plus grande armée et donc des forces de police les mieux préparées. Et pourtant, les États-Unis se retrouvent dans le top 10 des pays qui sont aux prises avec des problèmes de sécurité. Je lisais dernièrement une statistique sur les tueries en masse. Eh bien, c'est à peu près aux 2-3 jours qu'on a une tuerie en masse aux États-Unis et dans toutes les villes. Que l'on soit dans les provinces, enfin dans les États du Sud, que l'on soit dans les États du Nord, que l'on soit dans l'Ouest des États-Unis, il n'y a pas un seul endroit où l'on ne puisse se faire tirer dessus. En sorte que, quand on dit « est-ce qu'il y a un problème d'insécurité en Haïti ?», si on ne met pas les choses en proportion, si on ne met pas les choses en perspective, on risque de croire, et c'est ce que les chancelleries canadiennes, américaines, françaises veulent nous faire croire, on risque de croire que Haïti est le seul pays à avoir ce problème. Donc, je dis que quand on met les choses en perspective, quand on garde le sens de la proportion des choses, et c'est mon travail de vous rappeler le sens de la proportion des choses, s'il y a un problème d'insécurité, mais il est plus ailleurs qu'en Haïti. Je suis au Canada depuis 3 décennies maintenant. Je me rappelle que moi, lorsque je venais d'arriver au Canada à la fin des années 80, début des années 90, suivez-moi bien, il y a des quartiers où l'on ne pouvait se promener si on portait un manteau en cuir. Ah oui, je me souviens, quand je venais d'arriver, mes tantes m'avaient acheté un manteau en cuir et très rapidement, les amis de mes tantes, les voisins qui étaient bien intentionnés, par la suite j'ai compris que c'était des craintes très bien fondées, m'ont mis en garde de ne pas porter ce manteau de cuir-là si je me rendais dans tel quartier. Je ne veux pas ostraciser tel quartier qui en a déjà assez d'une mauvaise réputation qu'on lui fabrique. Et je me rappelle une fois, je revenais de l'université, j'étais en train, je me rendais justement en banlieue, dans une banlieue qui a une réputation d'être une banlieue de paix. Et je me suis fait agresser avec quelqu'un qui voulait me prendre mon manteau de cuir parce que je n'étais pas censé porter ce manteau de cuir. Nous sommes au Québec. Le Québec qui est perçu comme une province pacifique où il n'y a à peu près pas de problème d'insécurité, sauf que c'est la réputation que le Québec veut projeter. La vérité, c'est qu'il y a plein de problèmes d'insécurité au Québec. Au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois, la police de Montréal en avait plein les bras. La mairesse de Montréal en avait plein les bras. Le chef de police de Montréal en avait plein les bras. Le premier ministre du Québec en avait plein les bras. Le premier ministre du Canada, parce qu'une question d'insécurité ne relève pas seulement de la province, parce que les frontières, les questions de la frontière, les questions de douane, constitutionnellement parlant, relèvent du fédéral. Le premier ministre en avait plein les bras. Le ministre de la Sécurité publique, tant du Québec que du Canada, était interpellé au Parlement. Qu'est-ce qu'on fait ? Des gens mangeaient paisiblement au restaurant dans des banlieues, dans banlieues de Montréal, dans des banlieues nord, etc., des endroits qui étaient perçus jusque-là comme des havres de paix, eh bien, on leur tirait dessus, on les abattait littéralement. Et ne pensez pas que c'était toujours des gens qui avaient maille à partir avec la mafia. Parfois, c'était tout simplement de simples citoyens. Monsieur et madame tout le monde. À un moment donné, j'ai quelqu'un qui travaillait dans mon équipe dont, justement, le beau-père a été abattu comme cela. Le beau-père était chez lui dans un certain quartier
et on faisait feu sur un bandit, enfin des groupes de bandits se faisaient feu les uns sur les autres, et pauvre monsieur qui était assis tranquillement dans son salon après une journée de dur labeur, il a été abattu. Nous sommes à Montréal. Et aujourd'hui encore, à chaque semaine, si vous prenez votre journal, ici à Montréal, à chaque semaine, et parfois 2, 3 fois par semaine, il y a tel homme qui se fait abattre, telle femme qui se fait abattre, parce qu'il y a des armes en circulation. Et là, on va parler de mafia italienne, on va parler de mafia juive, on va parler de mafia asiatique, etc. La vérité, c'est que des armes circulent aussi à Montréal, et ces armes-là tuent. Et lorsque les chefs de police donnent des conférences de presse, lorsque la mairesse de Montréal répond aux questions des journalistes, eh bien, elle a la candeur de dire, écoutez, la vérité c'est que on ne peut pas en venir à bout comme cela. Il faut espérer augmenter le nombre de policiers dans les rues, créer des unités spéciales pour surveiller justement la circulation des armes, faire plus d'interpellations routières. La vérité c'est que Montréal n'est pas une ville aussi sécuritaire que sa réputation le dit. Puisque souvent, la question d'image des pays, c'est une question herméneutique, c'est une question de marketing, eh bien, ceux qui ne sont pas informés de la chose parce qu'ils ne vivent pas dans ces villes-là vont continuer à se bercer d'illusions, à savoir que le Québec, c'est un endroit où le risque zéro existe. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où le risque zéro existe. Encore une fois, je veux garder le sens de la proportion. Si vous comparez le nombre de meurtres par armes à feu qui sont perpétrés à Montréal, si vous comparez cela à ce qui se fait à Toronto, on est toujours au Canada, si vous comparez cela à ce qui se fait, exemple, à Vancouver, vous dites, écoutez, quand on se compare, on se console. Mais toujours est-il que moi-même, à un moment donné, j'avais peur de me rendre dans certains quartiers de Montréal. Parce que je constatais qu'à chaque fois que les journaux parlaient d'insécurité, c'était toujours dans ces quartiers-là. Alors je me dis, oh là là, je vais tout faire pour éviter ces quartiers-là. Mais est-ce que vous lisez une note d'un service de presse étranger? Est-ce que vous avez lu une note d'une chancellerie étrangère vous mettant en garde de venir au Québec, vous mettant en garde de venir au Canada, vous mettant en garde de venir, n'est-ce pas, ici en Ontario? Non, parce que ces pays-là veillent à ce que même s'il y a des problèmes, ils veillent, ces pays-là répétés, à ce qu'on puisse mettre de l'eau dans son vin, ils veillent à tout relativiser. Sauf que lorsque vous comparez ces chiffres-là à ce qui se fait en Haïti, Haïti n'est pas dans une pire posture que ce qu'on voit ailleurs. La France, exemple. Mon Dieu. J'ai beaucoup d'auditeurs qui vivent en France. Je ne vais pas apprendre à un poisson comment nager, mais il y a de ces villes-là, il y a de ces régions-là où, si vous êtes étranger, eh bien, vous avez peur de vous promener de nuit. Vous avez entendu pendant tout l'été ces casses-là. Et parfois, ces violences-là sont gratuites de la part de la police qui tire à bout portant sur des gens qui n'ont rien à voir avec le criminel recherché. Et à la suite de cela, eh bien, on a assisté en France, je ne vais pas vous refaire l'histoire, à près d'un mois d'émeutes de civils contre des policiers. Bon Dieu, des magasins étaient fracassés, des rues étaient bloquées. Pour quelle raison? Parce que les gens en avaient marre de la violence, les gens en avaient marre de l'insécurité, sauf que c'était de l'insécurité policière. Est-ce que vous, lorsque vous devez vous rendre en France, vous
vous êtes prévenu par votre pays d'origine de ne pas aller dans telle région parce que c'est pas du tout sécuritaire. Le fait est que ce n'est pas sécuritaire, mais tout le monde va vous dire, écoutez, c'est quand même un état de droit, c'est quand même un grand pays, avec des gendarmeries, avec des forces de police, avec de l'armée. La vérité, c'est que, d'un point de vue étranger, ces pays-là, je parle des États-Unis, je parle de la France, je parle du Canada, puisque ce sont ces pays-là qui font beaucoup de tapage autour du soi-disant problème d'insécurité en Haïti. Ces pays-là ne sont pas sécuritaires pour un sou. Ce ne sont pas des pays où on a le risque zéro, non. Bon, autrefois, en matière de sécurité, on évoquait souvent le cas des pays scandinaves, on évoquait le cas de la Scandinavie qui était perçue, bon Dieu, comme une oasis de paix. Mais non, mais quand vous lisez les journaux, vous voyez que non, il y a aussi des meurtres qui se font là. Pour quelle raison? Parce que la nature profonde de l'humain, c'est de la violence. Il y a un fond de violence en nous, on ne va pas se mentir. L'homme n'est pas né bon, contrairement à ce que dit Rousseau, et qu'il serait corrompu seulement par la nature. Je crois que les vivants ont un fond de violence. C'est la violence qui fait bouger les vivants. On se fait violence pour manger, on se fait violence pour se faire une place dans la nature, et moi je suis de l'école voulant qu'on ne puisse faire disparaître toute forme de violence. Si on fait disparaître toute forme de violence, c'est pas compliqué, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. En vous parlant ce matin, j'ai déjeuné. Donc, pour déjeuner, j'ai mangé les enfants d'une poule, les enfants potentiels d'une poule. Voulez-vous? Moi, j'aime des œufs. Ça va. J'aime la viande. La viande ne tombe pas du ciel. Donc, il y a quelqu'un qui a dû tuer des animaux pour que je puisse me nourrir. Bon, n'en déplaise aux végétariens. Et même les végétariens, les arbres vivent, pas vrai? Ben, vous devez tuer des arbres. Vous devez tuer des légumes qui vivent pour vous nourrir. Donc, il faut remettre les choses en perspective. Et donc, j'ai pris l'exemple de ces pays-là qui font un tapage autour du problème, autour du soi-disant problème de sécurité en Haïti. Bon. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Bon. Maintenant, regardons dans la région voisine d'Haïti. On fait un tapage autour du soi-disant problème d'insécurité en Haïti. Êtes-vous déjà allé à la Jamaïque, vous? Quand vous allez voir un agent de voyage, vous entrez dans une agence de voyage pour dire à madame,
Généralement, ce sont des femmes que vous voulez aller passer des vacances à la Jamaïque, mais vous voyez bien dans ses yeux, vous voyez bien sur son visage, le visage étant un centre de communication, vous voyez bien que la personne, bien sûr, elle doit vous vendre le billet, elle doit vous vendre, n'est-ce pas, le resort, mais elle a le goût de vous dire, mais madame ou monsieur, est-ce que vous êtes bien informé d'aller passer des vacances en Jamaïque? Des jeunes qui aiment bien aller se marier là-bas, je ne veux pas faire une sale réputation à ce pays voisin qu'est la Jamaïque, mais encore une fois, j'essaie de vous porter à avoir un sens de la proportion qui voudrait se promener de nuit dans les rues de Kingston, qui voudrait de nuit, après avoir dansé dans une boîte, prendre le premier taxi qui passe devant nous pour retourner dans son hôtel, à moins que vous soyez, ma foi, déconnecté de la réalité, mais si vous allez à Kingston passer des vacances, vous restez dans votre hôtel. Si vous allez danser dans une boîte, vous vous assurez de rentrer tôt. Vous vous assurez d'y aller en groupe. Et même là encore, le risque zéro n'existe pas. Des bandits ont déjà pris d'assaut un autobus rempli de toutes sortes de monde, d'étrangers, de nationaux, etc. Donc, si vous pensiez que ce qui se passe là en Haïti était propre à Haïti et qu'il y avait un problème d'insécurité en Haïti, je suis en train de vous dire, regardez les chiffres, il n'y a pas quelque chose qu'on peut appeler le problème d'insécurité d'Haïti. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Vous êtes déjà allé sûrement, je ne sais pas moi, aux Bahamas, vous êtes déjà allé à Turks and Caicos, vous êtes déjà allé dans d'autres pays voisins. Le risque zéro n'existe pas. En Martinique, en Guadeloupe, il y a des armes qui sont en circulation et qui visent l'Europe. C'est vrai qu'on nous fait la réputation que toutes ces armes-là passent par Haïti. Oui, dans certains cas. On va voir pour quelles raisons idéologiques. Mais, mon Dieu, est-ce qu'il y a un problème d'insécurité en Haïti? Et quand on met les choses en perspective, la réponse est non. Je ne suis pas en train de vous dire que Haïti est un pays à risque zéro en matière d'insécurité. Si vous tirez cette conclusion, c'est que vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit au début de la pause, à savoir le risque zéro n'existe nulle part. Mais une fois que je vous dis que le risque zéro n'existe nulle part, on va dire, l'insécurité existe partout. Maintenant, comparons tel problème qu'on appelle problème d'insécurité au Canada, à tel problème qu'on a aux États-Unis, qui sont la plus grande puissance militaire du monde, etc. La vérité, c'est que si vous regardez Haïti, en comparant ce qui se passe en Haïti et ailleurs, il n'y a pas, à proprement parler, un problème d'insécurité en Haïti. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gens qui détiennent des armes en Haïti. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens qui tuent avec des armes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens qui se font de l'argent grâce au kidnapping. Tout ça existe, mais il faut éviter d'appeler ça un problème d'insécurité et d'en faire une obsession au point de dire, comme les guignols qui sont au pouvoir, c'est un problème si gros qu'on ne peut pas le résoudre. Une fois qu'on a dit ça, le risque zéro n'existant pas, regardons véritablement ce qui se passe en Haïti. Au fait, si vous prenez la carte d'Haïti, nos 27 000 km², la plus grande partie du territoire haïtien est en sécurité. Encore une fois, quand je dis être en sécurité, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un voleur de grand chemin qui puisse vous agresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, si vous voulez, un bandit ou un criminel. Il y a, enfin les statistiques disent que c'est toujours 5% d'une population qui sont à surveiller en matière de criminalité, etc. Mais la vérité, c'est que les 27 000 km² du territoire haïtien, dans leur majorité, sont en sécurité. Je suis du Cap. Et j'en profite pour
souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Capois, etc. C'était notre anniversaire là, le 15 août dernier, anniversaire aussi de l'un des orchestres phares d'Haïti et du Cap, l'orchestre Tropicana. J'en profite pour souhaiter aux Capois et aux fanatiques de l'orchestre Tropicana d'Haïti un joyeux anniversaire. Mais je disais, il y avait des festivités là, dans le Grand Nord. Mais je n'entends pas parler de kidnapping, je n'entends pas parler de meurtre en série, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de risque, mais les gens ont pris l'avion depuis l'Europe, ils ont pris l'avion depuis les États-Unis, depuis l'Amérique, pour se rendre en toute sécurité en Haïti. Il n'y avait pas de place dans des hôtels, les gens ont fêté. Des groupes musicaux qui avaient divorcé d'avec la pratique de retourner jouer en Haïti, ils sont retournés. Et là, on a vu ces vidéos de bal en blanc, de fêtes en blanc. Les gens ont festoyé. Et j'ai même un ami, le docteur Lucien Prophète, là, qui est un habitué de l'émission, docteur en droit international, qui est aussi entrepreneur, en plus d'être avocat, qui tient au Cap Haïtien un excellent magasin de vêtements blancs pour toutes sortes d'occasions. Mais il n'a pas de problème de bandits qui viennent frapper à sa porte pour réclamer une pizza, pour réclamer une rançon. Non, il vit à l'étranger, il fait rouler sa commerce, n'est-ce pas, au Cap Haïtien. Bravo, belle initiative entrepreneuriale. Et il vous dira, Jean, il n'y a pas de problème de sécurité là-bas. J'ai un autre ami qui est un habitué de cette émission, expert dans des questions des relations entre la République dominicaine et Haïti. Et il vous dira, Jean, et le professeur Jean-Rony Monestime, eh bien il vous dira, Jean, il y a plus de problèmes d'insécurité en République dominicaine qu'en Haïti. Et on comprend. Savez-vous que quand la police canadienne, la GRC, quand la police québécoise, la police montréalaise, dans les années 90, début des années 2000, faisait la chasse aux gangsters, aux bandits armés au Québec. Savez-vous quel deal qu'il y avait entre la police fédérale canadienne, la police provinciale, Sûreté du Québec et ces bandits-là? On leur disait, écoutez, si vous voulez avoir la paix, retournez en République dominicaine, allez en République dominicaine. Et je vous fais une révélation. Beaucoup de ces hôtels-là que vous voyez là, en République dominicaine, et où vous, les Québécois, vous allez passer 2 semaines de vacances au bord de plage, ce sont des hôtels qui appartiennent en réalité à d'anciens mafias d'ici, à des Hells Angels ou d'autres groupes de bandits comme ça. Le deal, c'était que sous Jean Chrétien, on en avait plein les bras avec ces bandits-là qui abattaient des gens en pleine rue. Les gens abattaient des journalistes. Ça va? En pleine rue. Eh bien, quand la police en avait plein les bras avec eux, mais le chef de la police de Montréal faisait un deal avec ces bandits-là. Écoutez, foutez-nous la paix, allez ailleurs. Et c'est ainsi qu'on va assister à une émigration du banditisme canadien, du banditisme québécois vers la République dominicaine. Et c'est ces gens-là qui détiennent des hôtels là-bas. Et donc, quand je vous dis qu'il y a plus de problèmes d'insécurité en République dominicaine, je cite mon ami Jean-Rony Monestime, le professeur, qu'en Haïti, c'est très vrai. Et donc, regardons, faisons le mapping de l'insécurité en Haïti. Est-ce qu'il y a des problèmes d'insécurité dans le nord d'Haïti, dans le Grand Nord? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des problèmes d'insécurité dans le plateau central? Les gens qui vivent au centre du pays, là, à Hinche ou ailleurs, ils vous diront que non. Est-ce qu'il y a des problèmes d'insécurité dans le sud du pays? Encore une fois, il n'y a pas de risque zéro. Les gens vont vous dire non. Est-ce qu'il y a des problèmes d'insécurité dans l'Artibonite? On commence à être très proche de Port-au-Prince. Oui, bien sûr, de temps en temps, il y a des bandits qu'on connaît qui viennent kidnapper, qui viennent
faire du grabuge, etc. Mais c'est des problèmes très circonscrits, en sorte que, est-ce qu'il y a un problème d'insécurité sur tout le territoire haïtien? La vérité, c'est non, 1000 fois non. Ce qu'on appelle problème d'insécurité en Haïti, au fait, c'est, au fait, du banditisme transnational, du banditisme international qu'on explique par un triangle. Les armes partent d'Haïti, transitent par la République dominicaine, sont vomies en Haïti pour être exportées vers la Guadeloupe ou la Martinique et de là vers l'espace Schengen, ou pour être exportées vers Turks and Caicos ou Bahamas et de là vers le Royaume-Uni. Donc il y a ce triangle-là, États-Unis, République dominicaine, Haïti. Pas vrai? Haïti est plus une plaque tournante, et on verra pourquoi elle est une plaque tournante de l'insécurité. Elle est une plaque tournante parce que les États-Unis, parce que le Canada, on va voir pourquoi, entre autres, parce que la France veut que ce soit un trou noir. Vous vous souvenez de l'émission que je vous ai présentée il y a un mois, où je vous ai appris, après l'avoir appris moi-même, quel ne fut mon choc, qu'il n'y a pas de radar dans les aéroports en Haïti, qu'il n'y a pas de radar dans nos douanes. Donc prenez donc les 27 000 km². Est-ce qu'on a des problèmes d'insécurité dans le nord-est? Non. Est-ce qu'il y a des problèmes d'insécurité dans le nord-ouest? Non. Donc, les armes qui sont en circulation dans un espace très circonscrit qu'on appelle l'agglomération de Port-au-Prince. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il faut reconnaître que au cours des 10 dernières années, évidemment, ça n'a pas commencé avec le régime PHTK, non, 1000 fois non, ça a commencé avant, on va comprendre pourquoi, mais ce qu'on appelle le problème d'insécurité en Haïti est très circonscrit dans l'agglomération de Port-au-Prince. Non seulement c'est circonscrit dans l'espace, ce qui nous permet de résoudre le problème, si on veut vraiment le résoudre, mais c'est circonscrit aussi dans des mains précises. Nous avons un avantage. Les gens qui détiennent les armes en Haïti, je n'ai pas dit que les gens qui les achètent. Je n'ai pas dit que les gens qui font les transactions sont toujours connus, même si moi je les connais, parce que je suis informé, mais nous avons un avantage, vous et moi, qui suivons l'actualité. Les gens qui détiennent les armes, qui les utilisent, sont connus de tous. Vous allez entendre les mêmes noms. Barbecue. Vous allez entendre les mêmes noms. Vitellum. Vous allez entendre les mêmes noms. Lamos en joue. Vous allez entendre les mêmes noms. ISO, etc. Non seulement connaissons-nous les noms, mais nous connaissons les visages. Parce que ces gens-là commettent leurs crimes à visière levée parce qu'ils ont la garantie de l'impunité, une garantie internationale, une garantie nationale, depuis tout le temps que le département d'État émet un mandat d'arrestation, n'est-ce pas? Le département d'État met même un prix, promet 1 million de gourdes, je pense, pour toute personne qui aiderait à arrêter ISO, à arrêter Barbecue, etc. Mais bon Dieu, si le département d'État veut, il n'a qu'à poser la question à n'importe qui, y compris à moi. Je vais vous dire, Barbecue se trouve dans telle zone, n'est-ce pas? Mais Vitellum se trouve dans telle zone, ISO se trouve dans telle zone. Et si vous voulez faire de la géolocalisation, je vous donnerai leur numéro de téléphone. Donc si vous vouliez vraiment les arrêter, ça aurait été fait comme ça. Donc, non seulement ce qu'on appelle l'insécurité en Haïti est-elle circonscrite dans l'espace, elle est heureusement circonscrite dans le temps, ça ne fait pas partie de notre culture, mais elle est aussi circonscrite entre une poignée de mains.
Je suis de par ma formation historien, et donc l'historien a pour tendance de faire de l'histoire, de poser une grille historique sur tout ce qu'il fait. Il va comparer l'histoire de tel lieu à l'histoire de tel autre lieu. Parce que dans les années 80-90, la Colombie était aux prises avec de véritables problèmes d'insécurité dus à ce qu'on appelle le cartel de Medellín de Pablo Escobar et de tous les autres qui travaillaient pour lui. Là, on avait un véritable problème. On avait un État parallèle qui achetait des hauts gradés dans l'armée, des hauts gradés dans la police. On avait affaire à un cartel qui avait des tentacules partout, y compris en Haïti. Les gens ne savent pas que Pablo Escobar s'est rendu 2 fois plutôt qu'une en Haïti. Il a logé, n'est-ce pas, dans un hôtel à Port-au-Prince. El Rancho, pour ne pas le nommer. Il est allé personnellement rencontrer le colonel Jean-Claude Paul pour s'assurer de l'atterrissage de sa marchandise qui visait les États-Unis. Eh bien, la Colombie avait un véritable problème d'insécurité. On abattait les gens dans toutes les rues de la Colombie. On faisait sauter, imaginez, des gens sont entrés dans le palais de justice de la Colombie, n'est-ce pas, à Bogota, et ils ont pris en otage les membres de la Cour suprême. Ça, c'était un problème d'insécurité. Savez-vous, en proportion, qu'il y a beaucoup plus d'armes. On évalue la population américaine à quoi? 260 millions d'habitants. Il y a beaucoup plus d'armes en circulation qu'il n'y a d'habitants aux États-Unis. Donc, la statistique veut qu'il y ait 3 armes par Américain. Là, vous avez un problème de sécurité. Un jeune garçon de 6 ans qui a reçu une arme d'un parent a abattu littéralement sa grand-mère. Un autre a abattu sa mère. Vous avez un jeune adolescent qui a reçu comme cadeau une arme de guerre, un arsenal, et qui débarque dans une église qui a abattu du monde comme ça. Vous vous souvenez de cela? Alors, proportionnellement parlant, quand on regarde les proportions, quand on fait la bonne mise en perspective, quand on fait de l'histoire, vous dites non, il n'y a pas de problème d'insécurité en Haïti. Il y a un banditisme transnational, il y a un banditisme international qui utilise Haïti comme plateforme avec des collaborateurs connus qui, eux, utilisent, n'est-ce pas, les armes à des fins politiques, à des fins commerciales, mais c'est circonscrit dans une agglomération bien précise, c'est dans des mains bien précises, et c'est aussi circonscrit dans le temps. Alors, maintenant qu'on a fait la mise en perspective, qu'on regarde des choses en proportion, regardons véritablement si ce problème est sans solution. On s'arrête, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement.
Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Quand on veut résoudre un problème, la première chose que l'on fait, et ça c'est une question de méthode, c'est une question de méthode. Tous ceux qui ont été à l'école, qui ont appris à faire une bonne vieille rédaction, qui ont appris à faire une bonne vieille dissertation, quand on vous propose un sujet, la première chose que vous devez faire, c'est de décortiquer le sujet. Moi, je me souviens d'un sujet de dissertation, je devais être, ma foi, troisième ou quatrième année du secondaire. Le sujet, c'était « Les vrais amis sont rares ». Discuter. Les vrais amis sont rares. Bon. Et on nous apprend à dire, mais quels sont les vrais amis? Qu'est-ce qu'on entend par vrais amis? Si on parle de vrais amis, c'est qu'il y a de faux amis. Comment on fait pour distinguer les vrais amis de faux amis? Et pourquoi dit-on que les vrais amis sont si rares? Est-ce que ça voudrait dire qu'il est plus facile de tomber sur de faux amis que d'avoir de vrais amis? Qu'est-ce qu'un ami? Vous voyez, dans la formulation, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire, avons-nous appris, viennent aisément. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exemple-là que je viens de vous donner, c'est que quand on veut résoudre un problème, on s'assoit avec des gens pour en comprendre la nature. On prétend qu'il y a un problème d'insécurité en Haïti parce qu'il y a des kidnappings qui sont réels. On prétend qu'il y a un problème de sécurité en Haïti parce qu'il y a des armes qui sont en circulation, c'est vrai. On prétend qu'il y a un problème d'insécurité en Haïti parce qu'il y a des gens qui sont abattus par ceux qui détiennent ces armes-là. Bon, aidez-moi à comprendre tout cela. Ces armes-là, que sont-elles? Il n'y a rien de plus éloquent qu'une arme, parce qu'il y a un numéro de série, parce qu'il y a un lieu de fabrication. Et on découvre que Haïti, mais ne faisant pas d'armes, ces armes-là ne poussent pas en Haïti, elles viennent d'ailleurs. Et on regarde tout de suite ce qu'on entend par ailleurs, ça vient des États-Unis. Ah, ça vient des États-Unis. Le lobby des armes aurait-il un intérêt dans la circulation des armes dans le monde? À cette question, bien sûr que oui. Regardez là, les armes qui circulent en Afrique ne sont pas fabriquées en Afrique. Il n'y a pas un seul pays africain qui fabrique des armes. Les armes qui circulent en Afrique viennent d'ailleurs. Donc il y a un lobby d'armes, il y a une industrie militaire qui a besoin de faire du fric et qui gagne à faire circuler des armes dans ces pays-là. Et on fait mieux circuler des armes dans des pays où l'État est déstructuré, où il n'y a pas de surveillance douanière, où la police est corrompue, etc. Donc vous comprenez pourquoi maintenant il n'y a toujours pas de radar en Haïti, malgré le fait, et je le sais, que sous Jovenel, n'est-ce pas, des représentants du gouvernement haïtien sont venus rencontrer des autorités du Canada et les autorités canadiennes ont dit, écoutez, ça ne dépend pas de nous, on ne peut pas vous aider à avoir des radars dans vos douanes, dans vos aéroports, ce sont les États-Unis qui n'en veulent pas. Alors pourquoi les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait des radars en Haïti? Mais c'est parce que, vous savez, les politiciens canadiens, enfin américains, sont financés par qui? Par le lobby des armes.
si vous regardez, n'est-ce pas, comment les campagnes sont financées en Haïti, mais enfin, aux États-Unis, les gens sont financés par des lobbies des armes. Et c'est légal. Mais les lobbies des armes préfèrent des pays où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de surveillance accrue pour basculer leurs armes dans ces pays-là et de là, les répandre partout à travers le monde. Et c'est à cela que sert Haïti. J'ai même des experts en sécurité qui, après avoir entendu mon émission, m'ont appelé pour me dire « Jean, c'est toute une révélation que vous me faites là. Nous, on ne savait pas non plus qu'on n'avait pas de radar. » Donc, on essaie de comprendre le problème, on voit d'où viennent les armes. Maintenant, on va voir le trajet que suivent ces armes-là depuis les États-Unis vers Haïti, mais ces trajets-là sont doubles. Des armes entrent dans des ports privés, détenus par des familles précises. Ce n'est pas tout le monde qui a des ports privés en Haïti. Donc c'est facile d'en faire la surveillance si on voulait. Et l'autre trajet, les armes passent par la frontière dominicaine. Ce ne sont pas toutes les villes d'Haïti qui ont des frontières communes avec la République dominicaine. Donc déjà, on commence à mieux comprendre. Fine. Une fois qu'on comprend le problème, on voit d'où elles viennent ces armes-là, on comprend à quel fait Haïti est inondé d'armes. C'est parce que Haïti, au fait, n'est qu'une plateforme vers l'Europe, parce qu'on est, je l'ai dit, à 2h30 de la Guadeloupe, à 2h30 de la Martinique, donc de l'Europe, de l'espace Schengen. Parce que dès que quelque chose entre en Martinique, dès que quelque chose entre en Guadeloupe, c'est qu'il est déjà en France, parce que la chose ne va pas passer la douane une deuxième fois. Et dès que la chose entre à Turks and Caicos ou aux Bahamas, mais la chose est déjà au Royaume-Uni. Donc Haïti, en ce sens-là, sert de plateforme. Des armes restent, c'est normal, parce que ces familles-là qui vont acheter ces armes-là, elles prétendent en avoir besoin pour leur propre sécurité, pour, si vous voulez, effaroucher un concurrent. Les politiciens qui se font vendre ces armes-là en ont besoin pour, si vous voulez, effrayer leurs concurrents politiques. Mais ça, c'est le b.a.-ba. Tout le monde sait qui fait ça. Le colonel Rébu nous a redit il y a 2 semaines sur mon plateau, si je suis aux commandes de la question de la sécurité en Haïti, je fais arrêter 11 personnes et le problème est résolu. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Dans une consultation sollicitée par feu le président Jovenel Moïse auprès de lui, mais il a dit au président Jovenel Moïse, « Monsieur le Président, si vous voulez résoudre le problème, faites arrêter 11 personnes. » Maintenant, c'en est une chose que de comprendre le problème, c'en est une autre que de maintenir une atmosphère de sécurité. Et ça prend une force de police numériquement suffisante, ça prend une force de police bien armée, ça prend une force de police préparée, ça prend une force de police bien payée. Mais en ceci, Haïti offre un avantage énorme. Les dernières statistiques que j'ai lues et que j'avais présentées à l'une de ces émissions révèlent que 65% de la population haïtienne, en tout cas, a moins de 30 ans. Nous avons une population extrêmement jeune. Vous avez des jeunes qui sont au chômage, qui sont dans la force de l'âge, qui ont de l'énergie, mais qui sont au chômage. Laissez-moi vous rappeler un fait d'histoire. Quand à tort, Aristide et Clinton, parce que c'est les deux, ont démobilisé l'armée haïtienne. Je n'ai pas dit que l'armée haïtienne était parfaite. Mais a posteriori, il faut comprendre et reconnaître que c'était une erreur. Pourquoi je cite le nom de Jean-Bertrand Aristide? Parce qu'il revendique la chose. Dans une entrevue qu'il a donnée dans une conférence de presse qu'on peut retrouver sur YouTube, il a dit clairement que c'est moi, je le cite, qui ai démobilisé l'armée. Alors puisqu'il l'a dit comme adulte, on ne va pas lui enlever la chose. Et il a tort.
Mais on sait que le président Aristide n'aurait pas pu le faire s'il n'avait la bénédiction des États-Unis d'alors. Et les États-Unis, ils percevaient un avantage. Parce que le président américain, les politiciens américains sont toujours sous la férule directe ou indirecte du lobby des armes. Si on déstructure l'armée d'un pays, cela veut dire que ce pays-là sera aux mains de bandits qu'on peut plus facilement manipuler, qu'on peut plus facilement acheter à nos causes, parce qu'il n'y a plus d'institutions, et c'est ce tort-là qu'on a fait à ce pays-là. Et donc, lorsqu'on a démobilisé l'armée d'Haïti de mémoire dans les années 94, écoutez bien, le Canada, les États-Unis, la France se sont proposés pour former la toute nouvelle école de police. Et vous savez en combien de temps ils ont formé nos policiers qui sont aujourd'hui devenus, si vous voulez, chefs de police, commissaires à gauche et à droite en 6 mois. En 6 mois. Depuis tout le temps que Ariel se plaint de ne pas pouvoir résoudre le problème d'insécurité, Ariel vient de célébrer ses 2 ans au pouvoir. 2 ans. 2 ans, c'est 4 fois 6 mois, c'est 4 semestres. Le Canada, dis-je, la France, les États-Unis ont formé nos cohortes de police, nos premières cohortes de police en 6 mois. Si Ariel voulait vraiment résoudre le problème de l'insuffisance numérique de la police haïtienne, il aurait ouvert un concours pour recruter les jeunes qui cherchent du travail, et ils en cherchent tous. Des jeunes qui aiment leur pays, l'amour du pays, ça s'apprend. Et des jeunes qui veulent servir leur communauté en sécurisant la population. Je vous le dis, Haïti aurait eu, le temps de le dire, la police la plus forte numériquement de la région. Donc on aurait recruté autant de policiers que l'on veut. Je pense que la statistique de mémoire, c'est dans les pays les plus avancés, c'est 1 policier pour 23 ou 1 policier pour 30 civils de mémoire. Donc on aurait même pu, si vous voulez battre ce record, en recrutant des jeunes, d'autant que la Constitution nous dit que le service militaire est obligatoire pour les 18-25 ans. Vous voyez, en 2 ans d'Ariel, donc ces 4 semestres, on aurait recruté des jeunes et on les aurait fait former par des pays véritablement amis. Et quand je dis des pays véritablement amis, j'exclus le Canada, j'exclus la France, j'exclus les États-Unis qui contribuent à ce qu'Haïti reste un trou dans lequel on injecte, si vous voulez, des armes qui viennent des États-Unis et qui sont destinées aux pays de l'Europe et aux pays de l'Asie. Non. On se tournerait vers des pays frères qui sont de bonne foi. Moi, j'ai rencontré des autorités sénégalaises qui sont prêtes à collaborer dans ce sens-là pour la formation d'une gendarmerie, pour la formation d'un corps de police. Et le temps de le dire, bing, on aurait des policiers dans chaque quartier, on aurait des policiers dans chaque région, on aurait des policiers en nombre suffisant dans chaque point chaud de la ville. Et en plus, on se poserait la question, maintenant qu'ils ont une formation ponctuelle de 6 mois, mais la question de la formation continue, se poursuivrait. Toutes les professions, tous les corps de métier, tous les corps professionnels imposent à leurs praticiens une formation continue, mais on ferait ça pour notre corps de police. Et on armerait véritablement nos policiers pour surveiller les frontières. On armerait véritablement nos policiers pour surveiller nos eaux territoriales. Donc, vous voyez, ce n'est pas un problème sans solution, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Pourquoi n'y a-t-il pas de volonté? C'est que Ariel, puisqu'il a comploté dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, il a des squelettes dans le placard,
il se laisse mener, poings et pieds liés, par les stratèges racistes des États-Unis, les stratèges racistes du Canada, les stratèges racistes de la France, qui tiennent à ce qu'Haïti demeure un trou noir. Imaginez seulement un gouvernement de transition patriote. Car il faut une vraie transition. On n'en a pas de transition. Un gouvernement de transition compétent. Un gouvernement de transition intègre. La première chose, pendant les 100 premiers jours que ce gouvernement ferait, c'est de lancer un concours pour recruter, ma foi, 150 000 jeunes ou 200 000 jeunes qui vont travailler comme gendarmes pour surveiller nos eaux, qui vont travailler comme gendarmes pour surveiller notre frontière avec la République dominicaine, qui vont recevoir une formation pour travailler dans nos aéroports. On va, n'est-ce pas, entraîner des chiens renifleurs pour, si vous voulez, déceler l'entrée de la drogue qui est liée à l'entrée des armes. Bingo! En 6 mois, on a une première cohorte de 200 000 policiers qui sont formés par divers pays africains amis. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de problème d'insécurité. C'est un épiphénomène. Il n'y a pas de problème d'insécurité. C'est une arme idéologique des États-Unis, du Canada et de la France. Il n'y a pas de problème d'insécurité. C'est une arme aux mains du PHTK pour repousser à chaque fois la véritable transition, repousser à chaque fois les élections. Vous notez, parce qu'on dit, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de kidnapping. Ça fait 2 ans qu'Ariel est au pouvoir et personne ne peut s'asseoir avec un autre pour dire, écoutez, le fond du problème, c'est que, comme le dit Naomi Klein, ce qu'on appelle improprement le problème de sécurité, c'est un traitement de choc pour nous effrayer, nous, de l'opposition. Est-ce qu'on peut botter le derrière à Ariel par toutes les façons? Et je dis bien par toutes les façons, vous me comprenez? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Relisez Malcolm X. Il faut chasser Ariel par tous les moyens. Nous sommes dans une situation de tyrannie. Parce que nous ne l'avons pas élu, Ariel. Ariel ne représente pas le peuple haïtien, il représente le corps groupe, les diplomates mafieux du Canada, de la France, des États-Unis, de l'Union européenne. Le corps groupe, c'est une création mafieuse du Canada. Puisque vous êtes en tyrannie, c'est de la légitime défense de chasser Ariel par tous les moyens. Et là, je vous entends, bande de défaitistes. Vous allez dire, ouais, mais Jean-Fils Aimé, vous rêvez en couleur, et alors? Les États-Unis ne voudront jamais que nous recrutions, si vous voulez, 200 000 jeunes pour former une gendarmerie, mais j'emmerde les États-Unis. Depuis quand, moi, suis-je obligé d'obéir au diktat des Américains pour mettre sur pied une gendarmerie nationale? Mais je l'emmerde. Le département d'État. Les États-Unis sont pris jusqu'au cou dans la guerre en Ukraine. Pour quelle raison? Parce que la Russie entre en Ukraine. Les États-Unis disent non, au nom de l'autodétermination des peuples, vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans l'affaire nationale d'un peuple qui voudrait se tourner dans l'OTAN. Pourquoi moi? Les États-Unis pourraient tenir le discours contraire. Nous ne sommes plus en 1915. Avec ce discours défaitiste, ah oui, mais les États-Unis, moi, dès que quelqu'un me tient ce langage-là, je raccroche. Ah, mais, écoutez là. Dès que quelqu'un me dit, ah, mais Jean, sois réaliste, les États-Unis, ne voudraient jamais. Je vous emmerde, la vérité. C'est qu'avec un tel langage de défaitiste, il n'y aurait pas de Dessalines, il n'y aurait pas de Toussaint Louverture. Et vous savez quoi? On serait encore dans les chaînes à dire, écoutez, le Français ne voudra jamais qu'on se libère. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème d'insécurité en Haïti. Il y a une tactique raciste pour qu'Haïti soit un trou. Il y a une arme politique aux mains du PHTK pour effrayer les adversaires politiques. Il y a une arme, si vous voulez, économique aux mains des oligarques pour faire peur à des investisseurs de la diaspora. Maintenant qu'on comprend tout cela, il nous faut un gouvernement de transition patriote intègre et compétent qui recrute 200 000 jeunes.
et procéder à leur formation grâce à la coopération de pays frères véritablement amis. Et en 6 mois, on gère nos frontières, on surveille nos eaux territoriales, on surveille nos douanes. Ce pays-là est tellement beau. Le problème peut être résolu si facilement. Tout ce qui manque, c'est du patriotisme. Tout ce qui manque, c'est de la vision. Tout ce qui manque, c'est une volonté. On n'a rien de cela dans l'équipe actuelle. Il faut la chasser. C'est de la tyrannie. J'espère vous avoir été utile, les amis. J'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui a suscité de la réflexion en vous. C'était le but. Likez là. Vous n'aimez pas liker l'émission. Ça ne vous coûte rien. Likez. Bande de paresseux. Partagez l'émission dans vos réseaux respectifs. Vive Haïti. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir, à la semaine prochaine. Bonne semaine.